Le cercle RH, notre débat d'actu. Vous avez peut-être vu passer cette information, cette journée mondiale de la santé, de la sécurité au travail. C'était le 28 avril dernier. C'était piloté par l'OIT, donc qui est l'Organisation internationale du travail, avec des chiffres qu'on va commenter avec mes invités. Et essayer de s'interroger aussi sur la manière dont une entreprise peut ou pas accompagner un collaborateur, avec des chiffres mondiaux qui impactent notre PIB, puisqu'il y a 840 000 décès annuels dans le monde, principalement liés à des maladies cardiovasculaires, et ça représente un équivalent d'1,3 du PIB intérieur brut mondial. Donc c'est pas rien. On en parle avec mes invités. Ils sont avec moi. Emmanuel Barbara, ravi de vous accueillir. Bonjour. C'est un vrai plaisir. Avocate spécialiste en droit du travail. On va bien sûr parler de droit du travail et de la sécurité sociale. Et on écoutera votre point de vue parce que vous accompagnez des entreprises qui elles-mêmes sont parfois confrontées à des situations d'accidentologie et de santé au travail. On vous écoutera. Merci d'être là. Pascal Joannin, ravi de vous accueillir. Bonjour Arnaud. Ça fait bien longtemps que vous êtes venu sur ce plateau, directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Peut-être qu'on aura un éclairage européen sur ces sujets de santé et de sécurité au travail. Et puis William Tay est avec nous. Bonjour William, bonjour. Président de Le Millénaire. William, cette question de la journée mondiale de la sécurité au travail qui pointe des enjeux importants, 840 000 décès à l'échelle mondiale sur un an. Vous dites, on a raison d'en faire une journée ou on aurait pu s'en passer pour être un peu poil à gratter? Ouais, il faut être précis. Quand vous dites qu'il y a 840 000 décès au travail, vous parlez d'un chiffre mondial. Or, on ne peut pas dire que les conditions de travail soient exactement les mêmes en Chine, en Inde, qu'en France ou dans l'Union européenne. Donc, il faut quand même répartir. Sur le sujet de la France et sur le sujet de l'Union européenne, moi, je pense que l'un des sujets essentiels, c'est qu'on a fait trop de normes. Et donc, en fait, on a beaucoup trop protégé pour aboutir à un résultat qui est complètement inverse. Et comme le disait Bossuet, en fait, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. C'est qu'en fait, on a tellement normé qu'en fait, les entreprises ont dû procéder à des méthodes de recrutement qui étaient complètement différentes. C'est-à-dire, plutôt que d'avoir des recrutements qui étaient directs, on externalise. On externalise. Et forcément, quand vous externalisez, la responsabilité ne revient plus à l'entreprise, mais à la sous-traitance. Et la sous-traitance, ils n'ont pas le choix que de faire des marges et donc de rogner une partie. Donc, lorsque vous fiscalisez le travail, lorsque vous normez incroyablement, au final, au lieu de protéger les salariés, au final, vous les désavantagez parce que l'entreprise n'a plus intérêt à les protéger. Et je pense que ça, c'est un des premiers leviers. Le deuxième, c'est que si vous voulez faire en sorte que les entreprises les protègent davantage, il faut qu'ils les recrutent eux-mêmes. Or, pour les recruter eux-mêmes, il faut baisser la fiscalité sur le coût du travail, il faut baisser les impôts de production et il faut réduire les normes pour qu'ils aient un champ de réglementaire qui soit à peu près stable et viable pour qu'ils puissent les protéger effectivement. Pourquoi ? Parce que lorsque vous êtes une entreprise et vous regardez le marché du travail, donc en 2026, qui n'est pas le même qu'en 2000 ou en 2010. Vous regardez, une des conditions principales sur pourquoi est-ce que on va prendre les grandes écoles par exemple, et même s'ils ne sont pas forcément concernés, mais pourquoi est-ce qu'ils vont choisir une entreprise plutôt qu'une autre? Maintenant, les conditions immatérielles de bien-être au travail sont supérieures que les conditions matérielles. C'est exact. Donc vous avez un tournant qui est complètement majeur. Avec la journée de télétravail, avec le télétravail, tout ça. Donc, si vous voulez que les entreprises s'en occupent directement, ils sont obligés de le faire pour des questions de recrutement. Et donc, sur les questions de bien-être, sur les questions de protection au travail et sur les questions de santé, ils vont mettre le paquet dessus, mais pour qu'ils mettent le paquet dessus, il faut qu'ils les recrutent d'abord. Et pour les recruter d'abord, il ne faut pas les pénaliser avant même qu'ils produisent quoi que ce soit. 800 morts par an. Ça, c'est le chiffre français pour le ramener ici à notre territoire. On aura peut-être un éclairage européen. Qu'est-ce que dit le droit du travail d'un point de vue basique, moi qui ne suis pas un praticien, c'est on doit protéger la sécurité physique et psychologique du salarié. C'est la base. Bon, là, il faudrait avoir quelques temps substantiels pour aller dans les tréfonds de la législation en vigueur en matière de santé au travail. Mais juste un commentaire sur ce chiffre qui est incroyablement stable depuis une dizaine d'années dans le fond. Il varie à la marge, à la hausse ou à la baisse d'une année sur l'autre. Et c'est troublant parce que ça veut dire que les accidents mortels demeurent à un niveau substantiel. De toute façon, un mort au travail, c'est substantiel, mais il reste à ce niveau-là dans un contexte de réduction assez sensible d'accidents du travail. Ce qui veut dire que on est parvenu par l'accent qui a été mis non seulement par les lois successives, mais aussi par une forme à la fois de jurisprudence et d'attention de l'employeur, puisqu'on est dans cette sphère-là, à obtenir une forme de réduction et de prévention qui marche plutôt bien en matière d'accidents physiques au travail. Avec des formations physiques, oui. Et bizarrement, s'agissant des décès, ils sont toujours substantiels. Et
en France, comme la donnée qui a été donnée par l'OIT au plan mondial, c'est aussi à peu près 50% de décès liés à ce qu'on appelle des malaises de tout genre, AVC, etc. Donc, maladie cardiovasculaire exactement. notamment. Excusez-moi, je parle à l'avocate, parce qu'il y a peut-être à traiter ce type de dossier. Comment on peut imputer à une entreprise le fait d'avoir une crise cardiaque sur son lieu de travail? Enfin, pardonnez-moi, c'est très complexe quand même, ça. Oui, mais forcément, il y a des règles de droit immanentes qui consistent à donner une présomption, évidemment, d'accident du travail dès lors que l'accident a lieu au temps, à l'heure et sur le lieu de travail. Donc, et sous la subordination de l'employeur. Sinon, on a aussi ce qu'on appelle des accidents de trajet qui sont autre chose, mais qui sont néanmoins recensés. D'ailleurs, si on rajoute les accidents de trajet à cela, ça augmente. C'est à peu près 1200 par an. Accident de vélo, accident de la route. Absolument. Et tout ça correspond finalement à des règles de droit et qui sont à la fois très anciennes, puisque l'accident du travail en matière de protection sociale est l'un des premiers sujets qui a été vu à la fin du 19e siècle. Les usines. Et ce qui est intéressant de noter, mais je vais m'arrêter ici à ce stade, c'est qu'on a eu en gros 5 grandes lois depuis l'an 2000 à nos jours sur la refonte de la santé au travail dans l'entreprise, oui, et qui s'est accompagnée d'une cohorte très substantielle d'autres textes, mais 5 grandes lois pour véritablement mettre au centre des préoccupations de l'employeur. Donc vous nous dites qu'on a quand même un corpus législatif. Et je vous dis le mot magique, c'est la prévention désormais des risques primaires. Donc c'est la prévention le sujet. Dit autrement, l'accidentologie, elle est ce qu'elle est, et par hypothèse, si j'ai une bonne prévention primaire, j'ai moins... Je la limite. Mais c'est ça le sujet, et la jurisprudence a beaucoup aidé au travers de ce qu'on a appelé les grandes affaires de cas de l'amiante dans les années 2006. Je donne la parole à Pascal Joannin, mais quand même, il y a eu un rassemblement syndical qui vient un peu contredire, et j'entends ce que vous dites en tant que professionnel. Alors ils étaient devant le ministère du Travail pour dénoncer, disent-ils, je les cite, une hécatombe en France. Vous dites exactement l'inverse. Non, je ne dis pas l'inverse. De toute façon, encore une fois, il y a lieu effectivement d'être modéré et pondéré. Non, pondéré en tout état de cause, même si 764, c'est énorme. Bien d'accord. Mais une hécatombe voudrait montrer, justement, c'est pour ça qu'il est intéressant de regarder sur la longue durée. Ce n'est pas une hécatombe au sens où le chiffre demeure, mais ça demeure quand même ça demeure à ce niveau-là. Donc, effectivement, ça s'est porté notamment par des syndicalistes de la CGT qui étaient devant le ministère du Travail le 28. Pascal Joannin, est-ce que c'est un peu complexe? Parce que là, on a une vision OIT mondiale, on a une vision française. Dans d'autres pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, comment les choses se vivent? Est-ce qu'il y a un corpus législatif aussi important que celui en France? Oui, parce que dans les pays européens, ils ont tous connu en même temps la révolution industrielle et à la fin du 19e siècle, et même le Royaume-Uni, qui a quitté l'Union. L'emploi ou tout ce qui est la protection sociale, c'est pas quelque chose qui est d'essence européenne, parce que les États membres qui font ce que l'Europe veut bien qu'elle fasse n'ont pas donné toutes ces politiques sociales à l'Union. Mais on s'aperçoit depuis, on va dire, 4-5 ans, que les ministres de l'Emploi, les ministres de la Santé se réunissent régulièrement au niveau européen pour essayer de coordonner, ou tout du moins harmoniser les différents droits. Parce que bien entendu, il y a les pays fondateurs, là vous parlez de l'Allemagne, de l'Italie, des grands pays, mais on pourrait parler de la Bulgarie ou de la Roumanie qui sont rentrés il y a 20 ans à peine. La Slovénie, dont on dit que voilà. Pays qui explose industriellement. Donc voilà, et donc quels sont en effet, alors ça a lieu aussi sur la rémunération, puisque le niveau de vie n'est pas le même. Ça c'est un vieux débat. Voilà. Mais en effet, sur la coordination des politiques sociales, de la sécurité sociale. Alors la sécurité sociale, pas comme on l'entend nous, avec en effet la sécurité sociale telle qu'elle existe. Pas la carte vitale et la sécurité. Voilà, mais la sécurité sociale des travailleurs ou des salariés dans le cadre. C'est une réflexion ou on est en train d'avancer? Non, on a avancé puisqu'il y a eu excusez-moi, je vais faire un peu de technique là. Mais il y a eu la semaine dernière un accord entre les 2 co-législateurs européens, c'est-à-dire le Parlement européen que vous élisez et le Conseil. Et ils sont arrivés à un accord sur ces grandes lignes de la coordination sociale. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas quelque chose qui est européen à l'origine. On est plus sur de l'économie, voilà. Mais l'Europe s'en empare parce que quand on fait de la communauté économique, bien entendu, il y a un pendant social qui devient de plus en plus fort, et comme vous le dites très bien, dans une génération où en effet le bien-être au travail prime peut-être autant que la rémunération. Mais c'est très intéressant d'ailleurs cette information que je n'avais pas, et vous nous éclairez sur... C'est tout frais. Voilà. Et on vous remercie. Très concrètement,
Vous avez évoqué les enjeux de prévention et j'aimerais vous entendre. Vous parliez du normatif, vous dites on a trop normé, l'entreprise est écrasée de charges, elle a besoin de se libérer pour pouvoir avoir plus de choix et de liberté. On parle beaucoup de prévention et de prévention primaire en santé mentale, par exemple. Vous, et je me tourne vers l'avocate, et vers l'expert, est-ce que c'est à l'entreprise de prendre en charge ce sujet? Parce que je me souviens que la CSRD, qui arrivait dans la tuyauterie là, récemment, avait quand même des normes extrêmement claires qui disaient à l'entreprise, vous devez aussi, il faudra nous prouver que vous avez fait des choses pour... Alors, depuis, ça a été un tout petit peu réduit au courbouillon. Et donc, surtout, ça a été mis en pause. Parce que le Parlement européen a mis une pause sur la CS3D et la CSRD. Elle va revenir. C'est un report. C'est une pause. D'accord. C'est une pause. Donc, ce sujet que j'évoque, on l'aura peut-être dans un an sur ce plateau. Concrètement, est-ce qu'une nouvelle fois, alors vous allez me dire non, est-ce que c'est à l'entreprise de prendre en plus ce sujet-là? C'est-à-dire de dire, mon collaborateur doit avoir aussi une santé mentale performante et efficiente. Oui, en fait, il faut être cohérent sur les missions de l'État. Aujourd'hui, l'État veut essayer de tout régenter, d'avoir un périmètre de plus en plus large, comme c'est le cas depuis la Seconde Guerre mondiale et ce qu'on appelle le modèle keynésien, le modèle de l'État-providence. Mais en même temps, il se défausse de plus en plus. Ça veut dire qu'il se défausse de plus en plus sur les collectivités territoriales pour faire les investissements publics. Il se défausse sur l'école pour gérer même quasiment l'éducation qui doit relever davantage aux familles. Et maintenant, ils veulent responsabiliser le patron. Maintenant, on veut faire du réarmement démographique, donc on va régenter le corps des femmes aussi. Donc en fait, on veut tout faire. Mais au final, on n'a pas de moyens et on dépense tout n'importe comment. Moi, je pense que le sujet, c'est de clarifier quelques missions et d'essayer de comprendre les grandes perspectives. Les entreprises aujourd'hui ne vont pas avoir le choix que pour recruter les meilleurs ou pour recruter des salariés, parce qu'il y a beaucoup de pénuries dans certains secteurs, que d'avoir une question de bien-être au travail. C'est obligatoire. À moins que, d'ici là, vous avez un baby-boom, une arrivée massive de migrants, vous n'avez pas, de toute façon, un marché d'emploi qui est... sujet qu'on a traité sur ce plateau, qui est un autre sujet essentiel. Qu'un autre sujet. Donc, le marché et le contexte est comme ça, il va durer pendant 30-40 ans. Ce sera comme ça. Donc, il faut savoir attirer les talents. Il faut savoir attirer les talents. Et donc, pour attirer les talents, plutôt que de mettre de la contrainte et des normes, il faut davantage les inciter. Et pour les inciter, pour que les entreprises puissent le faire, il faut qu'ils puissent embaucher, qu'ils puissent travailler correctement. Et de toute façon, ils vont le faire. Ils n'auront pas le choix que de le faire parce que vous avez des enfants, donc en partie, mes collègues. Quand ce jeune collaborateur, ce talent, comme vous l'appelez, est rentré dans l'entreprise, il faut aussi lui proposer quoi? Des outils, de la prévention, de la formation. En fait, qu'est-ce qu'on lui propose? Moi, je pense que c'est pas. Je pense que dans un monde actuel qui est quand même, vous avez des progrès technologiques de plus en plus importants, il faut pas les diriger. Il faut qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes comment faire. Ça veut dire que vous avez beaucoup de problèmes. Je vais appeler ça catégorie directe et catégorie indirecte en catégorie de travail. Vous avez des problèmes qui sont dits cardiovasculaires. Mais est-ce que c'est uniquement lié au travail de l'entreprise ou parce qu'il mange n'importe comment chez lui et il sort tous les soirs? C'est pas exactement pareil. Et pour que la personne puisse avoir un niveau de développement correct, il faut qu'il puisse se prendre par même. Et vous n'avez jamais connu un seul enfant ou un seul adolescent que vous avez sous vos ordres qui a pu s'agir uniquement sous la contrainte. Ça ne marche jamais. Il fait exactement l'inverse de ce que vous dites. C'est vrai. Donc moi, je pense que le monde actuel fait que, de toute façon, il faut davantage inciter pour comprendre que c'est son intérêt, à la fois pour l'entreprise et pour le salarié. L'entreprise pour embaucher des bons salariés et donc s'occuper du bien-être, mais de manière positive, et que le salarié s'occupe également de lui-même et non pas qu'il soit contraint de le faire, sinon il ne le fera pas. Emmanuelle Barbara, l'avocate, vous buviez les paroles de William, j'ai le sentiment, mais cette question de la prévention, l'avocate, la spécialiste, l'entreprise vous dit, on va aussi bientôt, CSRD en vue, avoir à gérer ce sujet-là. Non, mais on l'a déjà. Attendez, je vous arrête. On est dedans, là. On l'a déjà depuis belle lurette et par l'effet, non pas de la CSRD, mais à la limite de la QVCT, qualité de vie et des conditions de travail, dans laquelle, par exemple, je me souviens d'un vieil accord, c'est pour ça que je souriais tout à l'heure, d'un vieil accord. Quand je dis vieil, ça veut dire qu'il devait être, je sais pas, dans les années 2015. J'avais décelé un accord magnifique de qualité de vie au travail, on appelait comme ça dans le temps, QVT. C'est pas QVT chic, à l'époque. bon, bref, de QVT, donc qui prévoyait dans cette liste à la Prévert des choses justes, bonnes et bien qu'il fallait mettre en place, y compris des cours de nutrition afin de trouver la ligne qui convient, apprendre à manger correctement, apprendre aussi à faire du sport. Il y avait aussi le cours sur la technique de conduite citoyenne, les problèmes conjugaux. Vous aviez des ateliers donc, toute la vie d'un être humain. Mais c'est en gros ça, parce que le mouvement que vous indiquez, dans le fond, depuis les années 2000, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'État qui a besoin à la fois de tout régenter, mais en même temps de trouver des palliatifs, à trouver au travers, et je trouve que l'ACME, c'est la loi Pacte, avec cet acronyme magnifique, le pacte qui consiste à dire, toi, entreprise,
tu feras la variable d'ajustement et tu t'occuperas des personnes physiques que tu embauches. Et donc, s'en occuper, ça veut dire à la fois les rémunérer, etc., s'occuper d'eux, mais s'occuper de leur santé, de leur formation, de leur bien-être, évidemment, et puis mieux si possible. Et le tout dans un devoir de vigilance, je rappelle, qui existe depuis 2017. Et donc, c'est pas la CSRD qui nous impose cela, nous, on l'a déjà, puisque on a toutes ces obligations. Et pire, juste un mot sur ce que vous disiez en disant mais en plus la sous-traitance est un effet pervers du fait de ce que c'est plus facile. On externalise le risque. Oui, mais comme le droit est bien fait, le droit maintenant vous met les mêmes obligations en tant que donneur d'ordre, etc. Et donc c'est pas une blague non plus du tout d'imaginer pouvoir ne pas être responsable de travailleurs qui viennent sur votre site. Vous en pensez quoi? Alors sur le plan européen, vous nous avez annoncé qu'il y avait un travail d'harmonisation, de réflexion des deux législateurs, enfin le Parlement et le Conseil. Sur cette question de la prévention en santé mentale, est-ce que la France est en avance? Est-ce qu'elle est en retard sur la prévention primaire? C'est-à-dire dire aux salariés, aux collaborateurs, aux citoyens, prenez-vous en main, travaillez votre... Comment ça se vit dans d'autres pays? L'Italie, les pays du Sud. On va encore revenir à la césure qui est j'allais dire les vieilles démocraties qui sont dans l'Union européenne et qui ont vécu du bon côté du mur avant 89, où en effet le corpus est à peu près le même, quelles que soient les frontières. Et puis les autres, la nouvelle Europe, du moins ceux qui étaient du mauvais côté du mur. On peut le citer. Il y a la Pologne, la Hongrie, voilà, qui eux ont un rattrapage qui ont été faits. Et pour qui ces questions leur paraissent pas aujourd'hui aussi fortes que les nôtres. C'est-à-dire que eux déjà, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir assurer un emploi à tout le monde, attirer des capitaux, voilà, donc et de chercher des talents. Parce que souvent, leurs talents sont partis. À un moment donné, leurs talents sont partis. On en a hérité dans certains plombiers, pays. Les plombiers polonais en 2005, on se souvient du débat, etc. Absolument. Mais bon, et de la photo. Voilà, et de la photo. Mais voilà. Et donc aujourd'hui, il faut qu'ils réattirent les gens qui sont partis. Et vous avez en Europe, en plus, ce qu'on appelle la libre circulation, pour vous ou pour une entreprise de s'implanter, etc., avec en effet des législations qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc c'est ça l'harmonisation, c'est pour que cette fluidité du marché du travail soit faite. Donc le degré de maturité n'est pas le même. Le degré de maturité n'est pas le même, que ce soit pour l'éducation, pour la prévention, oui, mais pour prendre en charge tout ça, il y a des gens qui se disent, mais quand même, à un moment donné, on est adulte, donc normalement on se prend en charge sur une partie, sur une partie de sa vie, et que donc on a en effet, comme vous dites, on va pas incriminer l'entreprise si dès qu'on sort du bureau, on fait n'importe quoi, on fume et pas que du tabac, on fait des trucs, on consomme des produits illicites, etc., et qu'on mène une vie de bâton de chaise, etc. Donc c'est vrai que après dire c'est l'entreprise qui est responsable, donc dans certains pays en effet ça passe pas, parce qu'on se dit il y a quand même la responsabilité individuelle, la personne est censée prendre garde à elle-même sur une... Alors bien entendu, au travail, que l'employeur s'assure en effet que les conditions de travail permettent en effet que le risque soit le plus petit possible. Entre le bien-être du talent et ce que vous évoquez, enfin vous voyez, on est quand même dans l'avocate, parce qu'on a une jurisprudence là, parce que on voit bien la santé, le respect de la santé physique, ça on a très bien compris, des formations sécurité dans les usines, tout ça est relativement clair, voire très clair. C'est plus compliqué pour tous ces enjeux de santé mentale, de RPS, c'est plus flottant. Ce qui est de très intéressant, c'est qu'on a attendu 2002 pour que la santé mentale soit une obligation mise à la charge de l'employeur. C'est la loi de modernisation sociale de 2001. Donc, voilà que la santé mentale fait son surgissement, si je puis dire, au travers du harcèlement moral, si je puis dire, et de la santé, l'article 41-21 du Code du travail, sur tous les champs de la santé. Alors, en matière physique, on peut dire que c'est... Comment dire, c'est un sujet plus disons, mieux surmonté et mieux connu. Et la santé mentale, vous le savez, et on le sait très bien, et la France particulièrement, on est, je ne veux pas dire qu'on est au balbutiement, loin s'en faut, mais c'était pas une priorité française en matière médicale. Donc là, c'est carrément de la médecine. Oui, absolument. Et donc, bref, là-dessus, c'est un peu difficile Enfin, j'ai l'impression de temps en temps, pour faire court, que quand je vais au tribunal, je suis un peu le Diafoirus du coin, pour parler. Non, mais parlons comme les médecins de Molière, c'est-à-dire les humeurs pécantes et le reste, au sujet comment dirais-je, de désordre et de dysfonctionnement. Dont vous estimez, en tant que je ne suis pas capable de surmonter, pas plus que le malheureux employeur qui s'appelle pas le médecin malgré lui, ou finalement on se trouve rangé dans cette catégorie, et on se trouve
vraiment très démunis. Vous savez que l'OMS recense 7 maladies qui touchent une personne sur 7 sur la planète. Donc, une des 7 maladies que sont les TOC, la bipolarité, la schizophrénie, j'en passe, la dépression, enfin, il y en a 7. Bon, bref, sur une personne sur 7 statistiquement. Donc, comment voulez-vous... Enfin, vous voyez, et l'employeur, il est impossibilité d'accéder évidemment au secret médical, et c'est normal. Et en même temps, il n'est pas compétent pour se transformer complètement en hôpital. Et donc, il y a des interactions... Et n'a pas le droit de demander. Et n'a pas le droit de demander. Donc, il voilà. ne dit pas à la personne, est-ce que vous êtes bipolaire? C'est pas possible. Et même en France, les examens de la médecine du travail qui sont réguliers, etc., vous permettent pas de dépister tous les syndromes, etc. Voilà. En effet, si vous avez vraiment quelque chose de flagrant, on va le voir, mais Merci. Voilà. Pour ce débat passionnant, des éclairages européens, j'aurais bien y avoir un peu plus de temps parce qu'on rentrait un peu dans le débat de comment on s'approprie, comment on peut gérer ces dossiers quand on est chef d'entreprise et accompagné par un avocat. Merci à vous, Emmanuelle Barbara, spécialiste en droit du travail, cabinet. Auguste Debouzy. Auguste Debouzy. C'est important de préciser le cabinet. Merci à vous, William Tell, le millénaire, ce think tank de réflexion. Merci à vous, Pascal Joannin, à la tête de la fondation Robert Schuman. Oui, avec le rapport Schuman, bientôt, on pourra se revoir comme ça. Mais voilà. Je pensais que vous veniez avec le fameux Robert Schuman. Vous veniez toujours avec ce... La prochaine fois. Il faut me réinviter. Voilà. Avec le Robert Schuman sous le bras. Voilà. Merci à vous, merci à Nicolas Juchat. Nous sommes en retard. Merci à Fabien à la réalisation. Merci à Alexis au son. Merci à vous pour votre fidélité précieuse et vos messages. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.